Salut à tous les amis, on vient de passer du côté obscur de la Lune, la face cachée de la Lune, peut-être même la Grey Side of the Moon. C'est de Speedmaster dont nous allons parler avec Adrien qui va nous raconter sa Omega Speedmaster Grey Side of the Moon. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Adrien, Bonjour Xavier, ça va? très bien, merci, ravi d'être avec toi. Eh, c'est vachement lumineux chez toi par rapport à la face cachée de la Lune là. On est bien sur Terre, pour le On est moment en bien effet. sur Terre, les amis. Vous allez voir ces photos absolument fantastiques que que nous a envoyé Adrien, tout dans la pénombre avec un superbe éclairage. Alors, raconte-nous, parce que c'est pas la première fois qu'une speed passe sur la chaîne. Hein. Je pense que c'est globalement le modèle le plus représenté. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me plaît bien, mais je ne sais pas pourquoi. Là, on a un modèle en céramique grisâtre. Raconte-nous comment tu as acheté cette montre et pourquoi tu l'as choisie. Ouais, il y a tout effectivement un process derrière, une histoire sans en être une, qui s'est juste formée d'elle-même. C'est une montre que j'avais essayée pour la première fois, il me semble, fin 2020, début 2021, enfin, vraiment par hasard. Hein, je recherchais rien de particulier, j'explorais comme ça les boutiques, j'étais sur Paris à ce moment-là. Et il me semble que ça coïncidait, il se trouve avec une sortie d'une autre Speedmaster, je crois que c'était la Moonwatch quand ils avaient ressorti le Dot Over 90 à ce moment-là. Et donc par curiosité, en passant devant la boutique, comme ça, je regarde à quoi elle ressemble et en entamant la conversation avec une des vendeuses. Il était très tôt en plus à ce moment-là, la boutique venait juste d'ouvrir, donc j'étais vraiment tout seul dans la boutique. Elle commence à me montrer un petit peu les différents modèles. Ouais. Et j'avais jamais passé trop de temps à explorer les différentes variantes, parce qu'il y en a tellement, des versions de Speedmaster, de toutes les générations, avec toutes les combinaisons possibles de sous-cadrans, de taille et compagnie, de bracelets. À un moment, elle me présente du coup la Grey Side of the Moon. Hein, et j'en avais rarement, si ce n'est jamais entendu parler. J'avais des vagues souvenirs de la Dark Side of the Moon, peut-être, qui est un petit peu plus populaire. Mais du coup, quand elle me présente cette Grey Side of the Moon, qui ressemble au premier abord pas vraiment une Speedmaster en fait. En tout cas, elle n'a pas du tout les éléments de design habituels, hein, le cadran noir avec les aiguilles blanches très, très contrastées. J'étais sur quelque chose de vraiment très différent. Donc je commence à la regarder de plus près, puis la première chose je sais pas si c'était la première, mais une des premières différences que j'observais, au-delà de la couleur bien évidemment, c'était l'épaisseur et la taille qui coïncidaient pas vraiment à l'image que je me faisais d'une Speedmaster jusque-là. Oui. Mais je décide quand même de la passer au poignet, hein, pour essayer, parce que j'étais quand même très intrigué par son look original. Et puis c'est là qu'elle commence à m'expliquer qu'elle est en céramique, que le boîtier a fait l'objet de recherches spéciales d'Omega. Donc là, je commence vraiment à- à la trouver de plus en plus intrigante. Et donc là, je la passe au poignet et elle a un look and feel, hein, si je peux le dire comme ça, qui n'a pas du tout l'aspect sportif, en tout cas à mon goût, hein, l'aspect sportif qu'on pourrait retrouver avec les Spin Masters un peu plus traditionnels, mais elle avait une apparence presque plus habillée, je dirais, énormément de présence, hein, sûrement de par sa taille, mais euh, contrairement à ce que j'anticipais, pas si grosse que ça, pas si épaisse que ça, donc on parlera sûrement des spécifications un peu plus tard. Mais elle m'allait vraiment très bien empoignée. Et c'était pas ce que je recherchais à ce moment-là, ceci dit. Mais j'étais vraiment très positivement. Surpris. C'était vraiment ouais, très positivement surpris, une très agréable surprise, une très belle découverte. Je soupçonnais pas du tout l'existence de ce modèle en céramique d'une couleur que j'ai toujours du mal à décrire. Donc elle s'appelle Grey Side of the Moon, donc j'imagine que la réponse c'est gris, mais pour moi c'est pas tellement gris. C'est un gris marron, un petit peu bizarre. Elle est en plus présentée sur un bracelet en crocodile. Elle n'existe pas sur bracelet céramique ou métallique. Elle est uniquement sur bracelet en croco, qui est aussi d'une couleur un peu indescriptible. En faisant des recherches, parce que je regardais un peu des alternatives, ça correspondrait à une couleur qu'on pourrait décrire whisky. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est souvent décrite sur des sites de, de bracelets maroquinerie. Donc c'est un gris marron un petit peu spatial, qui est très bien conçu également. Il y a un petit côté, je vais le montrer là, parce qu'on ne le voit pas trop sur mes photos, je crois. Le bracelet
redoublé et Attends, refais voir. il est redoublé d'une petite, d'une petite partie en, je sais pas quelle matière c'est, mais gris. Du coup, le gris sur marron il donne aussi un petit côté spatial quand même qui rappelle l'aspect espace. Et il se trouve que j'avais pas non plus de Speedmaster dans ma collection à ce moment-là, donc elle m'a quand même un petit peu tapé dans l'œil et je me suis dit, tiens, en fait, dans les Speedmaster, il y a quand même des modèles sacrément originaux et j'ai pris pas mal de plaisir à découvrir, à explorer cette partie de la collection. Donc il y Excuse-moi, a deux autres modèles qui existent. excuse-moi de t'interrompre. Adrien, sur une des photos, on voit cette speed posée sur une table en bois avec un objectif, un appareil photo, etc. Et là, il y a un bracelet en crocodile gris clair. Oui. C'est un autre bracelet, celui-là. Ouais, donc c'est un autre bracelet. Donc en fait, je ne l'ai pas acheté dans cette boutique-là en 2020 parce que je n'étais pas à la recherche. Enfin, c'était pas totalement le type de montre que je recherchais. Je suis parti sur autre chose, sur une plongeuse. Mais je suis tombé sur une excellente affaire il y a 6 mois de ça maintenant. Donc au début de l'été, fin du printemps de cette année. Ouais. Et puis là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion. Je me suis toujours dit que si, enfin, c'est pas si, mais quand j'aurai une Speedmaster dans ma collection, je voulais que ce soit un modèle qui sorte un petit peu du lot. Et je me suis vraiment souvenu de cette Grey Side of the Moon. Et donc, je l'ai acheté l'occasion. D'accord. Et parce que le bracelet était soi-disant un petit peu endommagé, il faut vraiment regarder dans les détails, mais c'est vrai qu'il n'est pas neuf par définition. Le vendeur l'a fournissait avec ce bracelet d'une autre marque, gris, pour le coup vraiment gris, gris assez clair, et ça lui donne, en fait, en fonction des bracelets, en fonction de la teinte de gris, de la teinte de marron ou du type de matériau qu'on veut bien lui associer, cuir ou un petit peu suède, ou croco, ou parfois même un petit peu caoutchouté, ça lui donne un aspect plus ou moins sportif. Je dirais pas passe-partout, j'ai du mal à la considérer comme une montre passe-partout, la fameuse daily qu'on pourrait porter tous les jours avec un peu tout et n'importe quoi, mais ça Ouais. lui donne en tout cas des propriétés vraiment très différentes. Ça fait ressortir en fait la teinte du boîtier, pardon, de manière vraiment très différente en fonction du bracelet qu'on lui associe. Ouais. Je trouvais ça assez sympa Ouais. également. Ouais. Mais parce que le boîtier, avec ce que tu nous racontes, finalement, ça me donne envie de dire, mais j'en sais rien si c'est le cas, c'est que ça nous laisse imaginer, en fait, quelle est la couleur de la Lune. Et en fait, la Lune dans l'imaginaire, elle est paille, elle est jaune, elle est grise, elle est, elle est marron clair, elle est ocre. Et là, c'est ça, les amis, c'est les 50 Shades of Grey. Cette Speedmaster, elle a en fait elle a un gris de multiples facettes. Et en fonction, je ne serais pas étonné que tu me dises qu'en fonction de l'éclairage, la teinte du gris n'est pas la même. Alors, la teinte du boîtier n'est pas la même. Après, il y a le cadran également qui joue son rôle, bien évidemment, qui lui est en platine. Donc, on a vraiment deux matériaux relativement uniques pour une montre et encore plus pour une Speedmaster, je dirais. Et le boîtier et le cadran réagissent à la couleur, à la lumière, pardon, de manière assez différente. Elle a, moi, elle me fait vraiment penser à un cappuccino, une couleur un peu café. Il y a des modèles Speedmaster cappuccino, c'est Bien sûr. presque dans ces teintes-là, parfois, dans l'ensemble. Mais le boîtier, qui en plus a différents niveaux de polissage, hein, il y a des parties un peu satinées, des parties complètement polies. Je ne sais pas si c'est le mot pour la céramique, mais en tout cas d'apparence polie. Et du coup, effectivement, en fonction de l'intensité, de la couleur de la lumière, c'est gris, marron. Pour moi, ça balance un peu dans cette atmosphère-là. Mhm. Si vous voulez voir, les amis, une Omega Speedmaster Cappuccino, il y a un épisode avec Julien de Petite Montre entre amis. Vous le retrouverez soit dans la playlist Petite Montre entre amis, soit dans la playlist Omega. Julien est venu plusieurs fois sur la chaîne et effectivement, il avait une Speedmaster 38 très originale dite Cappuccino, effectivement avec ses teintes pour le coup avec plus de jaune, puisque là ton gris, le gris il a un tout petit peu de jaune manifestement, mais beaucoup moins quand même que dans un cappuccino, quoi. Oui, l'intention, c'est clairement de représenter Ouais, le gris de la Lune, hein. ouais. Il me semble que l'histoire, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un astronaute d'une des premières missions Apollo qui aurait dit la Lune est essentiellement grise, en fait. Ouais. Alors, tu nous as envoyé des belles photos dans la pénombre où on voit
la richesse du traitement luminescent et de façon originale. Il y a aussi le logo Omega sur la couronne qui est luminescent. Ouais, ça m'avait beaucoup amusé. Alors, c'est franchement plus gadget qu'autre chose, évidemment, mais à chaque fois qu'il réagit à de la lumière dans la pénombre comme c'est vraiment un gadget qui me plaît. Ouais. Alors, ce qui est original, c'est que pour illustrer un peu ces sujets-là, j'ai récupéré quelques photos du site d'Omega. Donc, sur ta photo, on voit un traitement luminescent qui est globalement bleu. Et sur le site d'Omega, là, une photo que j'ai récupérée hier, le traitement est vert. Alors, est-ce qu'ils ont fait évoluer leur traitement luminescent ou c'est simplement la façon de présenter les choses? Ça te dit quelque chose, ça, ou pas? C'est une bonne question. Je pense que le coupable ici, c'est plutôt à la fois la lampe ultraviolet que j'ai utilisée pour exciter un peu le luminova et peut-être la photo aussi. Et C'est la, et pas la, et évident la, et la, et la de balance bien des représenter. blancs, Ouais, c'est effectivement, de ça, et de ton... bien représenter la couleur originale. C'est pas spécialement bleu, blanc, c'est effectivement plus dans les verts, ocre, quelque D'accord, chose comme ça. d'accord, ok. Revenons juste sur les dimensions, sur un point. Moi, je l'ai noté en 44 mm, c'est bien ça? Ouais, 44,2. Ouais, ouais, donc c'est plus imposant hein, qu'un boîtier de Speedmaster dit Moonwatch, hein, qui est en 42 mm. Par contre, au niveau de la forme, on voit bien le boîtier asymétrique avec les boutons poussoirs et la couronne qui est protégée à l'intérieur du boîtier. Donc ça, on reconnaît vraiment la logique de la Speed. Dessus, tu as un mouvement automatique, hein, c'est ça? Oui, je sais pas si c'était la première fois ou pas qu'ils en mettaient une dans une speed, mais c'est effectivement le mouvement 9300, quelque chose comme ça. Ouais, avec une très très belle décoration, avec un traitement. Alors, ce ne sont pas des côtes de Genève, puisque c'est pas droit. Là, on est vraiment dans une sorte de tourbillon, du plus petit au plus grand, qui est assez original. D'ailleurs, dernièrement, tu as vu que Omega avait sorti une Seamaster Diver 300M avec la masse oscillante qui rappelle la sortie du canon de James Bond. James Bond, ouais, Ouais, je ne sais pas si tu as vu ça. 360 ans, ouais. Ouais, ouais. Alors, raconte-nous un truc parce que on a eu une montre très proche de celle-ci qui est passée il y a quelques semaines dans Duel Time avec le sujet en fait du second fuseau horaire Ah oui. qui est quand même pour le coup alambiqué, surprenant, parce que quand on regarde la photo de Packshot de la montre, on se dit, mais attends, je comprends pas, en fait, le sous-cadran à 3 heures devrait être un sous-cadran de chronographe, avec une petite seconde dans le sous-cadran à 9 heures, et en fait, finalement, c'est différent, parce que dans ce sous-cadran, il y a deux aiguilles. Tu peux nous en dire plus là-dessus ou pas? Ouais, j'ai des éléments de réponse. Alors, je dirais pas qu'Omega en font la publicité plus que ça, mais j'ai effectivement lu ici et là qu'on pouvait s'en servir pour traquer un deuxième fuseau horaire. En fait, l'histoire, c'est que sur ce mouvement-là, il y a l'heure et une heure sautante, un peu comme sur ce dernier modèle de Speedmaster. Et ce sous-compteur à 3 heures, c'est un registre de 12 heures. Donc, on peut, en démarrant en fait le chronographe, au moment où il est minuit dans le pays qu'on cherche à suivre, finalement, on peut se servir du coup de ce deuxième sous-cadran comme du deuxième fuseau horaire. Hmm. C'est l'histoire. Hmm. Bon, tu me confirmes que c'est pas limpide. Non, non, je pense que c'est vraiment plus enfin, une possible utilisation pour quelqu'un qui chercherait vraiment à faire ça. L'heure sautante, par contre, bon, j'imagine qu'il y a des pour et des contre, mais c'est assez pratique quand on se balade entre les fuseaux horaires. Ça permet également de modifier la date dans le sens inverse, là où habituellement on ne fait que avancer d'un jour à l'autre en avant. Donc si on doit revenir au jour d'avant, il faut du coup avancer de 30 jours. Là, l'heure sautante permet de rapidement revenir sur le jour d'avant. Ah ouais, donc l'heure sautante, ça veut dire quand tu veux changer d'heure, parce que tu changes de fuseau horaire, en fonction de la position de la couronne, tu déplaces que l'heure des heures, que l'aiguille des heures. Ouais,
Oui, c'est ça? sans arrêter le reste, y compris le chrono et du coup ce fameux deuxième fuseau horaire qu'on peut Ouais, possiblement ouais, voir ouais. sur. C'est un petit peu l'équivalent de la date rapide. Là, c'est l'heure rapide. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pour les globetrotters. Est-ce que tu te souviens, parce que donc, combien il y a eu de temps entre le moment où tu l'as essayé en boutique et puis le moment où tu as décidé de l'acheter parce que tu étais tombé sur une occasion intéressante? Il peut presque 2 ans, 1 an et demi. Presque 2 ans. Est-ce que tu te souviens, euh, quand tu es tombé dessus, sur l'annonce qui au final a fait que tu l'as acheté, euh, tu t'es souvenu de quoi? Tu t'es souvenu de quelle chose, de quelle émotion qui faisait ah ouais, cette montre-là, je l'avais bien aimée. C'est C'est, forcément c'est- un ensemble, mais il y a peut-être des choses plus cartésiennes que tu peux nous partager. euh, alors il y avait le fait de porter du céramique, Ouais, c'est une sensation, du coup j'en aurais pas les mots, je pense qu'il faut vraiment le porter. Pour une montre qui est relativement grosse et épaisse, elle est finalement très légère au poignet. Et bah, j'avais bien aimé son côté à la fois balancé entre l'aspect habillé et l'aspect un peu, encore une fois, je dirais pas tous les jours, mais l'aspect Speedmaster finalement, quoi. C'est peut-être la version habillée, une version un petit peu habillée ou un petit peu élégante, chic de la Speedmaster, si je pouvais la décrire comme ça, ok, avec, de par sa taille, énormément de présence au poignet. ok. J'ai préparé une petite fiche synthétique là où on voit effectivement les différents attributs. Alors on comprend assez vite que c'est une speed avec une étanchéité à 50 mètres, hein, qui est un peu la marque de fabrique de la Speedmaster. C'est peu, mais d'un autre côté, a-t-on besoin de plus? Bon, ça je ne sais pas. La question que j'ai pour toi, c'est qu'elle est affichée sur le site d'Omega 9 à 13 600 euros. Sans indiscrétion, tu l'as acheté combien? 5500 livres sterling, donc 6000 euros de l'époque, quelque chose comme ça, Ah ouais, avec boîte et papier. sacrée bonne affaire, hein? Voilà, puis du coup, c'est de la céramique, donc il n'y a aucune rayure dessus. C'est puté quand même pour être un des matériaux les plus robustes, en tout cas à peu près 10 fois plus robuste que l'acier, avec l'acier standard, 316 L. Donc j'avais la garantie et la tranquillité d'esprit de ne pas la retrouver complètement rayée. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, mais il y a quand même un. Donc ça veut dire que tu l'as payé moins, tu l'as payé 2 fois moins cher, puisqu'on va dire que Omega, comme la plupart des marques, a procédé à un certain nombre d'augmentations de prix ces 2 dernières années de façon non négligeable, quoi. Mm. Oui, ils augmentent souvent. D'ailleurs, avant de la trouver sur l'annonce en ligne, au détour d'une boutique Omega, je me renseignais pour juste savoir s'il l'avait et la réessayer. Il ne l'avait pas. C'est un modèle qui est rarement exhibé en boutique. Et la vendeuse me disait aussi que si jamais je voulais, donc c'était pour m'inciter évidemment à commander et essayer en boutique, elle me faisait comprendre qu'Omega révisait ses tarifs assez régulièrement. Je crois que on était en février à ce moment-là, et ils étaient sur le point de procéder à une hausse toute proche. Donc, D'accord. elle m'avait bien mis au clair que Omega, oui, intentionnellement, remettait à jour ses prix une fois par an et 2 fois par an pour les modèles avec de l'or dessus. Ouais, je comprends. Je comprends. Justement, puisque tu parles d'or, on va dire, et de matériaux nobles, est-ce que tu peux un petit peu nous décrire comment réagit ce cadran, hein, donc qui est en platine de mémoire, hein, tu en as parlé, mais je l'ai lu effectivement. Euh, il a on a l'impression qu'il est sablé un petit peu. C'est quoi l'idée? C'est d'essayer de rappeler un peu à quoi ressemble le sable, ou en tout cas ce sur La quoi poussière de on lune, marche ouais, sur la Lune, ouais. mon image poétique, c'est de la poussière de lune dessus. Donc en anglais, ils disent que ce cadran platine, il est sandblasted. Et ça se voit, il est perlé. Donc moi, je vois pas, c'est léger, hein, c'est pas il est pas, je dirais pas qu'il est texturé, mais on aperçoit effectivement le perlage du sable. Encore une fois, c'est mon image sur ce cadran en platine. Et ce que j'aime bien pour continuer dans la poésie, c'est le relief de ces sous-compteurs qui me rappelle également les cratères de la Lune. Alors, je suis jamais allé, sans surprise, mais des images qu'on peut voir en tout cas en ligne, ça me rappelle un petit peu les cratères lunaires. Ouais. Puis là, on voit effectivement une photo du site de la marque avec la montre qui est posée
dans un sable, ou en tout cas, où très clairement, ça nous rappelle, ça nous rappelle la Lune, ou en tout cas, ça nous rappelle la Lune dans notre imaginaire, puisque dernièrement, tu as vu que la NASA avait fait un vol réussi, hein, pour approcher en orbite basse la Lune et préparer une prochaine La mission, ouais. mission spatiale pour marcher de nouveau sur la Lune. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, ça nous nourrit l'imaginaire de façon assez colossale. On a une photo aussi pour terminer avec le, le, la boucle de ta montre. Alors, c'est une boucle déployante qui ressemble à une boucle Ardillon, ou c'est une boucle Ardillon? Alors moi je l'ai sur boucle Ardillon, c'est disponible également en standard, hein, sur une boucle déployante. Donc la mienne était sur boucle Ardillon qui est également en céramique. Donc pareil, aucune Tu rayure peux et nous même la réaction montrer? à la lumière. Ah ouais, ok. Ok. Alors attention parce que tu as un truc qui floute Ouais, qui ton floute. arrière-plan. Voilà. Ouais, ok. Donc bon. Les amis, ils se sont pas foulés chez Omega, hein, pour la boucle, hein. Mais bon, peut-on reprocher finalement à une marque horlogère de pas se fouler sur la boucle? Globalement, il n'y en a aucune qui se fatigue sur le sujet. C'est pas leur métier. Et c'est probablement pas pour ça qu'on achète une montre ou qu'on ne l'achète pas, quoi. Tu es d'accord? Oui, oui, mais elle est quand même en céramique, hein. C'est pas, ils n'ont pas mis leur boucle en métal classique, je dirais. Ouais. Toi, t'es plus boucle Ardillon ou boucle déployante? Non, je suis très bouclardillon. J'aime bien le fait de pouvoir déployer la montre facilement, complètement. D'un point de vue sûreté, je dirais, et praticité, Ouais, ça me va très bien également. ouais. Donc je suis pas très regardant dessus. Bouclardillon, vraiment, ça me va très bien. Boucle Ardillon, pas mal. Est-ce qu'il y a un petit adjectif, mon cher Adrien, qui pour toi synthétise cette montre? Alors c'est dur. J'aurais pu dire qu'elle est grise, évidemment. Euh, Ça aurait été l'adjectif de l'année, ça. J'aurais pu dire qu'elle est compliquée au sens où elle est compliquée à décrire, elle est même compliquée à appréhender. Comme je te disais, j'en ferai pas ma montre de tous les jours. Ça dépend comment je m'habille, la lumière autour, de la saison, je dirais, de plein de choses. Et du coup, je suis arrivé sur le fait qu'elle reste énigmatique. Elle est énigmatique à décrire, énigmatique dans sa manière de prendre la lumière, énigmatique dans le fait de représenter ses proportions, 44 de diamètre, et on n'a pas parlé de l'épaisseur, mais c'est 16 mm d'épaisseur, donc c'est Ah, pas mal. plus que la moyenne, Ah ouais, ouais. mais comme il y a les deux verres relativement bombés en haut et en bas, il y a bien ouais, 2-3 mm qui partent là-dedans, mais une fois au poignet, encore une fois, de manière énigmatique, elle se porte vraiment très bien. En fait, si j'avais un message à faire passer, parce que c'est plutôt la tendance aux montres, on va dire 39, 40 mm, si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment de jamais hésiter à essayer des montres qui, sur le papier, sont bien au-delà des standards. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et puis, la tendance, honnêtement, ça dépend de quoi on parle. Si tu regardes, euh, si tu regardes la course sur le haut de gamme qu'il y a sur des chronos entre Hublot, Zénith, Roger Dubuis, Panerai et consorts, franchement, on est 44, c'est le minimum, quoi. Tu vois, là, je parle de modèle en céramique, hein. Tu vois, c'est absolument. Ouais, donc voilà, elle est énigmatique. La construction aussi, ce que je savais pas, c'est que la céramique, elle est pas, enfin, on n'arrive pas avec de la céramique comme ça. Je dirais travailler brut de fonderie, ou alors littéralement brut de fonderie, parce c'est de la céramique blanche à la base, chauffée, qui a besoin d'être chauffée à 20 000 degrés. Donc là, je vais juste paraphraser Omega, hein. Chauffée à 20 000 degrés pendant 3 heures avec un plasma à leur sauce, hein, et on arrive du coup avec cette couleur un peu grise café. Ça marche. Les amis, on a abouti à cette revue complète de cette Omega Speedmaster Grey Side of the Moon. La montre d'Adrien, vous voyez, c'est sa montre, c'est lui qui l'a achetée pour les raisons qui sont les siennes. Et puis bah, maintenant, mon cher Adrien, je vais te présenter trois alternatives à cette Speedmaster, où toi, il faudra que tu choisisses parmi les trois celle que tu préfères. Et vous, les amis abonnés, si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment de le faire.
vous pourrez voter pour l'une des 4 montres présentées. Est-ce que tu es prêt pour que je te présente la première alternative? Ah ouais, j'ai hâte. Alors, Voyons il voir s'agit ce que de tu nous as compris. montres, les amis, il s'agit de chronographes en céramique, grise ou noire, en tout cas sombre. D'accord? T'es prêt? Allez. Première alternative, la Zenith Défi El Primero 21 en 44 mm. Les amis, là, il y a de la bestiole. Hein. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Euh, J'adore Zenith. J'ai une El Primero déjà, une Chronomaster Sport qui est passée également sur ta chaîne il n'y a Ouais, pas longtemps. ouais. J'adore leur chrono squeletté, la défi squelettée était aussi géniale. Je me souviens qu'elle était également sur ta chaîne il y a un moment, C'est ça, ouais. qui était également sur un boîtier imposant. Je ne sais plus si c'était du 44 ou pas. Mais je sais que à l'instar de cette Omega Grey Star of the Moon, les dimensions me rebutent pas du tout. Elle a l'air très bien finie, évidemment. La petite touche de rouge et bleu, ça apporte le côté sportif, enfin, qui fait qu'on s'éloigne un peu de l'aspect, je dirais, enfin, je sais pas si je devrais dire habillé, mais ça lui rajoute en tout cas un aspect un petit peu sportif et plus de contraste par rapport au gris ambiant. Ouais. Parce que là, pour le coup, celle-là, elle est vraiment grise. Hein. On voit le fait de voir tous les rouages à l'intérieur qui sont laissés gris et apparents comme ça lui donne vraiment l'aspect presque plus gris que ma Grey Side of the Moon. Ah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Squeletté, t'aimes bien? Il faut que ce soit bien fait. Et s'il y a des modèles que je trouve très bien réalisés, c'est vraiment ceux de Zenith. Donc la défi, comme je te parlais, et celle-là également. Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué, c'est pourquoi est-ce qu'ils mettent leur logo en imprimé sur le verre. C'est de l'imprimé, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Et ça m'a toujours intrigué et perturbé. Je me demande toujours si c'est pas quelque chose qui va s'enlever avec le temps ou s'effacer un petit peu de manière aléatoire et non contrôlée. Euh, il y a un indicateur de réserve de marche. Oh, comment ça marche? Hein. Tu sais comment ça marche, l'indicateur en rouge? Alors Il se remplit, il tourne, il y a un cadran en dessous. Ça, c'est assez on unique. est sur une El Primero 21, hein, donc tu as deux organes réglants, l'un pour la montre au sens heure, minute, seconde, et l'autre pour le chronographe au centième de seconde. Je pense ne pas me tromper. Ah, il est au Euh, centième de seconde, celui. Ah oui, ouais, 100, effectivement, sur le compteur. Il n'est pas au c'est dixième la, de seconde. et oui, c'est la El Primero 21, et je pense que c'est la réserve de marche du chronographe. Mais je peux me tromper, les amis, puisque vous le savez, Dual Time, la vocation, c'est de réagir à des designs et pas de creuser la technologie qu'il y a dedans, puisqu'on a une image qui est plate en 2 dimensions, et évidemment, on n'a pas toute la genèse et l'histoire de celui qui la possède. Combien tu lui mets de 1 à 10 à celle-ci, Adrien? Je lui mettrais bien six, Ah, il hésite. 7. Ouais, je regarde également le brossage du boîtier qui est assez chouette. Avec ce bracelet je pense que c'est du croco, là, gris également. Ça fait presque trop gris, donc, mais c'est pour ça que je suis content qu'il y ait les touches de rouge et bleu. Je vais mettre, allez, restons sur 6 pour le moment. Ouh, attention, c'est un client sur les notations, Adrien. J'ai l'impression que c'est un bon 6, Ouais, c'est un bon 6. mais ça reste un 6 quand même. Hein. On est juste à 12 sur 20, les amis. Hein. Donc c'est assez bien. C'est pas bien. Hein. Alors, deuxième alternative. Là, nous sommes sur une IWC Top Gun en Ceratanium, notre alliage. Là, on est presque dans le 50 Shades of Grey, les amis, pour être un peu coquin. Qu'est-ce que tu penses? Là, on est sur un style très différent. J'adore. J'ai même pas remarqué que c'était du 41 mm. Je voyais ça comme beaucoup plus gros. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à mettre sur 41 mm. Je trouve que la teinte des index et des aiguilles, elle est superbement réussie.
Ça aurait pu être blanc et ça aurait été, je dirais, classique et très contrasté. Ça aurait pu être plus sombre et un peu plus ténu et muet, avec un aspect un peu plus ghost fantôme. Là, c'est entre les deux. Je sais même pas si c'est gris ou si c'est très légèrement cyan, bleuté, peut-être très légèrement, ou alors c'est ma lumière. Mais je trouve ça très très réussi, très lisible dans cette configuration, avec la date à droite à 3 heures qui me gêne, mais absolument pas du tout, date et jour. Je trouve que voilà, sur les chronos format 3 sous-compteurs avec date, c'est très bien exécuté par IWC. Ils ont même réussi à mettre tous les, les chiffres pour les différentes heures sans que ça surcharge. C'est assez incroyable, j'arrive même pas à la trouver surchargée alors qu'il y a pourtant énormément d'informations affichées. Mais elle est un petit peu. Plus le matériau m'intrigue également là. Cératanium, j'imagine un alliage Je vous céramique. laisse aller regarder. C'est un alliage de mémoire breveté par IWC. Là, on a vraiment tout le style des montres d'aviateurs d'IWC, hein, dont un certain nombre d'éléments de design ne sont pas propres à IWC, hein. D'autres marques d'époque, on en fait des similaires. Mais là, on est vraiment dans l'ADN de la marque. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on pourrait vraiment l'appeler aussi Grey Side of the Moon, parce qu'en fait, c'est une montre qui n'est pas noire. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. C'est une montre qui est sombre. Sans aller dans le fantôme et l'énigmatique et on voit rien dessus. Moi, je trouve ça assez réussi. Et effectivement, en 41 mm, avec une lunette qui est très très fine, donc ça doit être une montre probablement aux portées un petit peu plus grandes qu'elle ne le dit en termes de dimension. C'est quoi le petit détail que tu préfères là-dessus, Adrien? Ah, il y en a plein. Les aiguilles, je suis très aiguille, hein. Il y a des aiguilles que j'aime bien, des aiguilles que j'aime pas. Et ça, c'est des aiguilles qui sortent un peu des sentiers battus. C'est pas des aiguilles bâtons, c'est rien de tout ça. Peut-être les aiguilles ou la date, le positionnement de la date et l'affichage de la date, je trouve ça assez séduisant également. Bah, quand tu parles des aiguilles, un truc qui est très sympa aussi, c'est les petites aiguilles des sous-compteurs, qui sont vraiment le petit format des aiguilles heure-minute. Ça, c'est assez sympa. Alors, combien Tu tu lui sais, mets de 1 à 10? euh, un 8, un 8 facile. Ah! Ça y est! Ça fait mention bien, ça, hein? 16 Peut-être même sur plus que 20. bien, oui, oui, Eh 8. oui, c'est beau, c'est beau. Alors attention, on monte en puissance, hein. On était à 6 sur 10 avant, là on est à 8 sur 10, donc normalement on est à 10 sur 10 pour la suivante. Attention, ça va secouer les amis, nous sommes sur une Hublot Big Bang céramique. Big Bang. Allez, il y a du blanc. On a Ouais. une montre qui se décide enfin à partir du gris. Donc il y a du blanc. Euh, un bracelet, c'est un bracelet intégré en céramique également. Oui, Chouette. Je serais vraiment curieux d'essayer avec le bracelet intégré. Je crois que c'est Rado qui travaille également beaucoup la céramique et tout à qui fait. offre Ouais, des ouais. bracelets intégrés comme ça. Jamais l'occasion d'essayer. Le gros bouton poussoir à la Hublot. Un des premiers trucs que j'ai remarqué, c'est rigolo, c'est la date. Le cadran de date là, qui tourne autour sur le bord de la lunette, hein, sur lequel on peut voir. D'ailleurs, où est-ce qu'on lit la date du coup dans Bah, cette montre? Tu sais comment ça marche? pendant que tu en parlais, j'essayais de trouver. Alors, effectivement, là, on est au 7. D'accord. Tu regardes à 3 heures, Ok. là. Ah ouais, 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 d'accord. Il apparaît en blanc. Ouais, c'est original, hein. Ah, c'est très original, ouais. D'accord. Ouais, donc Hublot, pareil, sur l'aspect squelettage, c'est vrai qu'ils ont pas mal de modèles un petit peu dans cet esprit-là. Il y a d'avoir énormément de relief, hein. Je ne sais pas si tu connais ça à profondeur, enfin ça n'a pas trop d'intérêt, de toute façon c'est une image plate comme tu disais, mais on devine qu'il y a énormément de relief, je ne sais pas combien il y a de calques, combien il y a de couches là qu'on peut apercevoir et qui ont tout un aspect Bah, fonctionnel. le risque, c'est qu'on soit à 16 mm comme sur ta Speed. Donc, en fait, ça change rien. D'accord, nous ça reste, bah, tu vois, je deviens
je dirais pas que je vais évangéliser le 16 mm, mais ça me fait plus peur. Le relief est alors vraiment impressionnant. Je ne sais pas si je la qualifierais de lisible. L'heure, d'accord, je vois très bien les deux aiguilles. Après, pour le reste, même l'aiguille seconde, c'est l'aiguille à 9 heures qui sert d'aiguille à des petites secondes, ou à droite, parce que je vois que ça va de 0 à 60. Bah, c'est un chrono, hein, donc tu as probablement, même sûrement, le sous-compteur à 9 heures, qui est une petite seconde. Tu as la grande aiguille des secondes, qui est une aiguille, qui est l'aiguille du chronographe. Et puis tu as le compteur 60 minutes, le sous-compteur 60 minutes à 3 heures. D'accord, donc il est 60 minutes, c'est pour ça que ça il Ouais, est numéroté jusqu'à ouais. 60. Franchement, quand tu regardes cette montre, elle n'est pas plus ou moins, elle n'est pas plus ou moins bestiale que la Zénith Défi 21. Si on regarde, si on parle du look, hein, on ne vient pas sur sur la notion du calibre. Hein. Combien tu lui mets de 1 à 10 à cette Hublot? Déconnecte-toi de la marque. Non, c'est pas la marque, c'est le. En fait, je suis obligé d'admirer la technicité et comme je disais, là, le sandwichage de toutes ces couches pour donner à sa montre toutes ses fonctions. Mais je sais pas si je me vois prendre ça ou mettre ça au poignet tous les jours, un petit peu comme la Zénith en fait. Hein. C'est un petit peu dans ce même esprit. Je lui donnerais la même note que la Zénith, vraiment, un 6, pour des raisons différentes. Donc il y a moins de touches de couleur. C'est dommage presque qu'il n'y ait pas de touches de couleur. Mais le pari est assumé et il est réussi sur le plan du squelettage hein, pour un chrono aussi compliqué que celui-là. Donc Je tu pense lui que je lui mettrais un mettrais un 6 sur 6. 10. Ouais, 6. Je saurais pas si je saurais pas la démarquer particulièrement de la Zénith. La Zénith au centième de seconde avec ses petites touches de couleur me plaisent bien. Là, le bracelet tout en céramique et les différentes couches, je devine les couches plus que les fonctions, euh, me, me plaît bien également avec cette date un petit peu farfelue, ce cadran de date farfelu. Donc là, donc tu mets pas un 6 parce que tu préfères Zénith à Hublot ou parce que tu n'aimes pas Hublot. C'est que tu es perturbé par par le niveau de Le lecture. squelettage. Ouais. Ouais, c'est ça, le niveau d'exécution du squelettage. Je suis obligé vraiment d'admirer le côté ingénierie et l'exécution, mais d'un point de vue personnel, puisque c'est aussi de ça dont on parle, je préfère la IWC, tu vois. Cadran plein avec le travail sur Bien le sûr. design des éléments apparents Ouais. plutôt que le squelettage. Alors, les amis, si on résume, c'est à vous de voter maintenant. Hein, rendez-vous dans l'onglet communauté. Vous avez les photos des 4 montres. Vous pouvez voter pour votre préféré. Là, on a Adrien qui nous a parlé de sa Omega Speedmaster Grey Side of the Moon, mais il ne peut pas voter pour. Vous pouvez voter pour. Après, on a eu la Zenith Défi et le Primero 21 où tu as mis un 6 sur 10. J'ai le sentiment que c'était un bon 6 sur 10 quand même. Après, Ouais, on ce a que eu j'allais la dire. IWC Top Gun en Ceratanium à 8 sur 10. Et puis, il y a un match nul, ex aequo, sans être départagé au penalty, les amis. Quelle catastrophe cette histoire. Une Hublot Big Bang céramique à 6 sur 10. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? On peut dire que The Winner est que ta montre préférée, je ne sais pas laquelle sera celle des abonnés, mais toi, c'est la IWC Top Gun. Ah ouais, sans Ouais. conteste. Et j'aurais envie de dire, c'est c'est la plus simple dans sa subtilité parmi les trois. C'est-à-dire que là, on a quelque chose d'assez simple en termes de design, très très reconnaissable, sans chichi, vraiment un instrument de bord, hein, de lecture d'informations, quand bien même ça sert à rien. Et puis finalement, avec ce que tu nous as raconté, c'est peut-être aussi ce qui te ressemble, c'est-à-dire que t'as pas envie d'avoir quelque chose de trop de trop visible, peut-être trop original. Je sais pas ce que tu en penses. Ça te fait pas peur d'avoir une montre de taille imposante, tu en as parlé. 44 mm, il y a plus gros, mais il y a quand même aussi souvent plus petit.
16 mm d'épaisseur pour ta Speed Grey Side of the Moon. Bah là, on a une plus petite montre en 41, mais qui, je pense, regarde la longueur des cornes, taille grand, mais qui est quand même sobre. Ça te va, ça, comme analyse? Sobre ouais, absolument sobre, mais qui reste lisible dans ces teintes de gris dont on a parlé. Franchement, c'est pas mal, quoi. Moi, le seul truc qui me chagrine, mais c'est pas lié à cette montre, c'est que je suis pas un grand fan du D-Date. Je trouve que ça pollue l'harmonie du cadran. Alors c'est vrai que là, on pourrait presque imaginer que le bloc IWC Montag ou Monday, on ne sait pas si c'est de l'allemand ou de l'anglais, 25, et en dessous Schaffhausen, ça a presque une forme de cercle. Tu vois, il y aurait quelque chose sous Schaffhausen, on aurait une logique un peu de cercle qui vient équilibrer les trois autres sous-compteurs, ma foi. Puis en tout cas, ils sont bien intégrés quand même, ces guichets, puisqu'ils sont, ils sont sobres, ils sont assez petits et ils sont en fond noir, ce qui perturbe pas le reste de la montre. Franchement, belle montre, les amis. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi, même si, franchement, on s'en fout complètement de mon avis, puisque ce qui compte, c'est le tien, c'est ton émission, mon cher Adrien. Écoute, c'était très très cool de t'avoir sur la chaîne. On peut dire, hein, les amis, avec Adrien, on a hésité. La Chronomaster, oui, mais elle est déjà passée. La Squelette, oui, mais elle est déjà passée. En fait, c'est super. On a une montre rare que tu nous as présentée. Un grand merci. Comment on fait pour postuler, Adrien ? Il suffit d'aller sur le site dailyshoes.watch. Alors non, dailyshoes.fr. Ah, .fr. .fr, c'est pour participer à la chaîne, les amis, et .watch, c'est pour accéder à la plateforme d'avis client, la première plateforme d'avis client sur l'horlogerie, comme TripAdvisor dans l'hôtellerie ou Vivino pour le vin. Mais là, le sujet, c'est de partager les émotions que vous avez pour votre montre. Quand vous verrez cette vidéo, peut-être que la plateforme sera lancée ou non. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander une invitation. On retrouvera sûrement des avis d'Adrien sur les différentes montres dont il a parlé avec des belles photos. Vous avez vu comment on s'est régalé. Adrien, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir d'échanger. Bien sûr, les amis, et vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Adrien, you will never walk alone. Allez, bye bye.